Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne Géopolitique, je suis absolument ravi de vous retrouver. Alors d'ailleurs, une petite parenthèse, si vous voulez vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner. Et puis n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires en dessous des vidéos. Je répondrai évidemment à toutes les questions ou à toutes les analyses que vous pouvez faire. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous aimez mes vidéos, à cliquer sur le schtroumpf du haut, sur le pouce du haut, en tout cas pour montrer, ou sur le pouce du bas, si vous n'aimez pas, vous avez aussi le droit, pour aussi noter en quelque sorte la qualité de mes vidéos. Euh, donc revenons aujourd'hui sur la situation dans le Haut-Karabakh. Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le Haut-Karabakh, mais le conflit du Haut-Karabakh, il faut savoir que c'est un conflit extrêmement important et peu médiatisé. Alors on va essayer aujourd'hui de continuer à parler de la situation qui prévaut dans cette région, car c'est là désormais, et de 3, j'allais dire, le troisième cessez-le-feu qui échoue donc à tenir dans le Haut-Karabakh. Si vous vous rappelez bien, on avait fait 2 vidéos, on essayait en parlant des 2 précédentes médiations russes, cette fois-ci, qui avaient tenté d'apporter un cessez-le-feu dans la région. Et on voit que quelques heures plus tard, les deux cessez-le-feu ont volé en éclats. Or, cette fois-ci, ce sont non pas Monsieur Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, mais le ministre des États-Unis américains, États-Unis des Affaires étrangères, à savoir Mike Pompeo, qui a décidé de s'immiscer et d'apporter sa médiation au conflit. Donc vous aviez les ministres arméniens et d'Azerbaïdjan qui se sont rendus à Washington, au département d'État, et qui ont donc rencontré séparément M. Pompeo. Et quelques heures plus tard, dans un communiqué, on apprend donc qu'un cessez-le-feu est entré en vigueur dans le Haut-Karabakh et encore une fois, comme les deux autres, ce cessez-le-feu a volé en éclats tout simplement quelques heures après avoir été entré en vigueur. Donc comment en arrive-t-on là? Comment est-il possible que 3 cessez-le-feu volent en éclats? Comment peut-on donc l'expliquer? C'est tout l'objet de cette vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette guerre, depuis le 27 septembre dernier, date donc de l'entrée de cette guerre en vigueur, avec des hostilités de part et d'autre, faut savoir, n'a pas jamais vraiment baissé en intensité, même si il y a à certains moments des pics ou des baisses d'intensité de cette guerre. De façon générale, cette guerre ne s'est jamais arrêtée depuis le 27 septembre dernier, malgré toutes les négociations dans les coulisses pour obtenir un cessez-le-feu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est l'Azerbaïdjan qui, d'un point de vue militaire, prend pour l'instant le dessus très clairement, puisque certaines parties du territoire du Nagorno-Karabakh, du Haut-Karabakh, sont désormais sous contrôle azéri, et notamment, c'est la partie septentrionale du Haut-Karabakh qui est désormais l'objet d'importants combats entre les deux parties, puisqu'en fait, très clairement, le but, si vous voulez, de l'Azerbaïdjan à très court terme est de reprendre le couloir de la Chine. Alors, on va essayer, dans une prochaine vidéo, d'essayer d'illustrer tout ceci en schéma, mais par des schémas cartographiques, parce que c'est vrai que c'est peut-être plus parlant, mais déjà à ce stade, ce qu'on peut dire, c'est que ce couloir de la Chine est en fait le couloir de ravitaillement entre l'Arménie et le Karabakh. Car ce qu'il faut savoir, c'est que ce territoire sécessionniste n'a pas de continuité territoriale avec l'Arménie. Donc il y a en fait un couloir qui se nomme donc couloir de la Chine, qui permet, si vous voulez, au Karabakh d'être ravitaillé depuis le territoire arménien. Et désormais, évidemment, le but des autorités azéries est de couper ce ravitaillement, puisque c'est là où tous les ravitaillements déjà alimentaires, mais également militaires passent. Et donc, cela signifierait que si ce couloir de la Chine, désormais, dans les prochains jours, passerait par l'onde conditionnelle sous contrôle azéri, alors là, le territoire du Haut-Karabakh ne pourrait plus être ravitaillé par l'Arménie. Donc très clairement, on voit très bien tout l'enjeu de ce couloir. Alors on voit que désormais, la guerre semble désormais, si vous voulez, être de plus en plus intense du fait que les enjeux semblent de plus en plus importants. Et donc, si vous voulez, face à l'importance de tous ces enjeux, évidemment, ce conflit ne s'arrête pas, si vous voulez, aux seuls acteurs arméniens ou azéris. On craint que désormais, ce conflit se régionalise beaucoup plus avec l'entrée d'acteurs autres que simplement les acteurs azéris et arméniens. On pense notamment évidemment aux acteurs russes
mais également un acteur dont on parle beaucoup moins, c'est l'acteur iranien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le fait que car cette région se trouve exactement également à la frontière avec la République islamique d'Iran. Donc notamment la partie septentrionale du territoire du Haut-Karabakh est à la lisière de la frontière avec l'Iran. Or, les troupes azéries, si vous voulez, passent à la lisière en ce moment de la frontière iranienne pour justement reprendre le contrôle de ces territoires. Or, l'Arménie, évidemment, où les soldats du Karabakh essayent de lancer des missiles sur ces soldats pour empêcher de leur avancée. Or, certains de ces missiles, il faut savoir, tombent évidemment, ne sont pas totalement précis, du fait qu'on parle de territoire extrêmement exigu, et certains d'entre eux tombent sur le territoire iranien. Pour l'instant, il n'y a pas de victimes du côté iranien, pas même, je crois, de dégâts, ou dégâts très minimes. Oh, mais toutefois, le ministère des Affaires étrangères iranien a mis en garde que toute partie, que si un missile devait tomber sur son territoire, si des missiles continuent à tomber sur son territoire, l'Iran interviendrait dans le conflit pour évidemment faire cesser cette menace qui pèse sur le territoire iranien. Donc on voit que ce simple conflit désormais entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pourrait dériver avec un conflit beaucoup plus large avec l'Iran. Sans parler qu'également la Russie, face à l'avancée de l'Azerbaïdjan, essaye de protéger désormais la frontière arménienne, car évidemment, elle craint que cette frontière évidemment fasse l'objet de combats entre soldats arméniens et soldats azéris. Et pour éviter, pour signifier très clairement aux soldats azéris que toute violation du territoire arménien ne sera pas tolérée, la Russie, qui a des soldats sur place en Arménie, du fait d'un pacte de non-agression entre les deux pays, a décidé donc d'envoyer des soldats, car je rappelle la position russe. La Russie, pour l'instant, ne veut pas intervenir si immiscée dans le conflit, tant que le territoire arménien n'est pas menacé, l'intégrité du territoire arménien. Pour l'instant, pour la Russie, ces combats étant stationnés sur le territoire du Karabakh, elle considère qu'elle n'a pas besoin d'intervenir. Toutefois, pour éviter justement que les Azéris menacent l'intégrité territoriale de l'Arménie, elle a donc décidé, la Russie, d'envoyer des soldats à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, en prévision donc d'une avancée des soldats azéris. Donc on voit également que la Russie commence à intervenir, qu'on le veuille ou pas. Certes, elle n'est pas encore prête pour les combats, mais elle se prépare à d'éventuels combats contre les soldats azéris. Donc voilà, on voit que cette guerre semble prendre des multiples, pourrait faire intervenir dans les prochains jours d'autres acteurs que les acteurs azéris et arméniens, avec les acteurs russes et iraniens. Donc voilà, il va falloir voir dans les prochaines heures ou les prochains jours comment tout ceci évolue. Mais encore une fois, les combats sont très intenses. On n'a pas de bilan à donner. Il n'y a pas de bilan qui ressort, mais il y a de très nombreux combats. Et d'ailleurs, on apprend que les parties en conflit utilisent probablement d'ailleurs du phosphore blanc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce phosphore blanc est une arme illégale, puisque en fait, elle cause des dommages très graves aux personnes, aux soldats, aux civils qui se trouvent en dessous lors de la chute de ces armes. Elles illuminent le ciel, et d'ailleurs on a vu dans des images du ministère arménien de la Défense qu'on voit bien des armes utilisées de cette sorte. Alors évidemment, l'Arménie a accusé l'Azerbaïdjan de les utiliser. Il semble clair que l'Azerbaïdjan utilise ces armes. Toutefois, les observateurs sont aussi clairs. L'Arménie possède également de telles armes. Pour l'instant, il n'est pas non plus sûr qu'elle l'utilise, mais on craint qu'elle n'en fasse usage. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade, et je ne parle pas également de toutes les victimes civiles qu'il y a dans ce conflit, puisqu'il y a de très nombreux civils, que ce soit des civils qui se trouvent dans le territoire du Haut-Karabakh, qui est constamment bombardé par l'armée azérie, ou que ce soit des victimes civiles se trouvant sur le territoire azéri, et certains d'entre elles même qui sont loin de la ligne de front, comme à Mingashevir ou à Bourda, où des tirs de missiles balistiques sont lancés depuis probablement le territoire arménien, et qui tombent sur des résidences civiles. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est difficile d'estimer le nombre de civils de morts. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment combien il y a de morts.
Du côté des Azeris, on parle de 91 morts civils. Du côté des civils du Haut-Karabakh, je n'ai pas pu avoir un bilan très clair. Combien y a-t-il véritablement de morts? Il faut dire il faut bien dire que les autorités azéries et arméniennes sont très peu transparentes sur le nombre exactement de morts. Le président Poutine, lui, a estimé la semaine dernière que probablement ce conflit a fait plus de 5000 morts si on accumule en 3 semaines, en 5 semaines pardon, de conflit, si on cumule civils et militaires morts. Donc on voit que c'est un conflit absolument dévastateur. En 5 semaines, 5000 personnes sont mortes. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, le bilan des 30 000 morts qu'avait occasionné la guerre du Nagorno-Karabakh dans les débuts des années 90, à la chute de l'Union soviétique, va être dépassé très rapidement si les combats continuent à une telle intensité.